parole donc à la Chouette Compagnie qui va vous lire une sélection de textes produits cette année sur la thématique du point de vue. Bonne matinée. Merci. Je passe la porte, accrochée à maman. J'ai 6 ans. Et je regarde ce nouveau lieu, surprise, mais vite attirée par toutes ces couleurs en face de moi, à travers des petites rangées de livres qui sont à ma hauteur. Au loin, des enfants sautillent. Je m'approche lentement et les trouve en train de s'amuser au milieu de plein de coussins. Verts, les coussins, jaunes, bleus et roses, avec un gros rouge que je regarde avec envie pour m'y rouler. Je les observe un peu et me jette sur le rouge en riant. Leurs mamans viennent les récupérer et les poussent vers le fond de cette pièce qui me paraît immense. Peut-être qu'il faisait trop de bruit car je remarque que personne ne parle fort ici. Je suis déçue. Mais heureusement, je vois à mes côtés des bacs en bois remplis de livres et je commence à fouiller. Maman en profite pour aller regarder les grandes étagères un peu plus loin tout en me surveillant du coin de l'œil. Et ça me rassure. Je pense que si les livres sont mis si haut, c'est que ça doit être pour les grands. À la lettre W, un livre me plaît. Sur la couverture, il y a un canard qui porte un panier de trucs à boire et à manger. Je n'oublie pas que maman m'a recommandé de bien les ranger, après l'avoir lu, à la lettre écrite en gros. Je vois plusieurs petits fauteuils pour enfants un peu partout et je prends le bleu qui est contre le bac. Avant de le lire, je regarde autour de moi car je suis éblouie par la lumière blanche qui bizarrement fait partie du plafond. Sur le mur, pourquoi ils ont mis ces deux grands rideaux noirs et ces tableaux que je ne comprends pas? C'est quand même mieux la fenêtre. Je tire ma chaise sur le tapis bleu recouvert des coussins. Et là aussi, c'est bizarre. Il y a plein d'enfants dessinés, habillés comme s'ils étaient déguisés. Bon, je m'assois et lis, par petits bouts, le titre. Le canard fermier. La première image montre le pauvre canard qui sert à manger au gros fermier dans son lit qui lit le journal. Il est méchant, je trouve, et heureusement que ses amis poules, moutons et vaches vont l'aider en cachette et tout faire pour l'embêter et le faire partir. Je suis contente qu'à la fin le vilain soit chassé pour que les animaux vivent heureux. Le livre rangé à la lettre W, je lève les yeux et maman est déjà là. Je lui raconte l'histoire tout en mettant mon blouson car elle me dit qu'ils vont fermer tout en regardant sa montre. Et c'est vrai que j'ai un peu faim. Je dis au revoir à la médiathèque après avoir eu la promesse de revenir mercredi prochain. C'est signé Oiseau de Paradis. Te souviens-tu de cette rentrée au lycée où tu es arrivé en guerrière affûtée, parée d'ambition et de compétitivité, décidée à affirmer ta supériorité? Te souviens-tu de cette journée ensoleillée? Tu avais une jolie robe d'été, un nouveau sac griffé, les paupières légèrement irisées. Te souviens-tu, avec ta démarche sûre, ton port altier, prendre place à la première rangée pour être certaine de ne rien manquer, viser la première place et l'afficher? Te souviens-tu, le professeur Rotard? Tu daignes balayer la classe du regard et tu découvres, par ce bel hasard, celui qui allait changer le cours de l'histoire. Te souviens-tu? Ton cœur qui bat plus fort, la température qui monte encore, les remous dans ton corps.
la peur et les doutes qui s'immiscent alors. Te souviens-tu avoir revu tes priorités? Au 4e rang, tu t'es installé, plus près de lui pour l'observer, agissant distraitement. Sur lui seul, tu t'es concentré. Te souviens-tu comment l'année s'est achevée? D'une moyenne correcte, tu t'es contenté, car pour toi, comptait plus désormais le je plus tu, une nouvelle équation qui t'a bouleversé. Kitana. La musique et la danse m'accompagnent depuis mon enfance. Dès l'aube, un univers musical m'enveloppe à travers les chansons de mon père, claironné aux grandes dames de ma mère qui préférerait que les enfants continuent à dormir. Plus tard, arrive de la salle à manger le son d'un piano et la voix douce de ma mère. Le timbre puissant de grand-père fait trembler les murs quand il se prend pour Méphisto. Heureusement, la maison est grande et bien isolée. Chaque été, les vacances à Paris sont un moment de pur ravissement, lorsque nous allons à la sortie des petits rats derrière l'opéra. Cet essaim de petites filles au corps gracile et androgyne me fait rêver. Je serai danseuse pour voler dans la lumière à travers les notes de musique. Je serai une étoile. Mon rêve est exaucé. Me voici étoile du ballet prestigieux de l'Opéra de Paris. C'est ma première vraie représentation. Les loges ressemblent à une ruche où s'habillent les danseurs, où maquillent les maquilleuses, où certains s'agitent joyeusement, tandis que d'autres, à l'écart, sont dans une profonde méditation. Des regards inquiets s'échangent, des corps s'échauffent. La partie secrète du théâtre, interdite aux profanes, vibre et s'agite dans un mouvement incessant. Je suis prête. Derrière le lourd rideau, je regarde l'immense salle se remplir. Les gens sont beaux, des robes rutilantes, des bijoux, des smokings, des enfants dans des tenues de fête. Après l'excitation des préparatifs, le bruit des spectateurs qui s'installent, un silence quasiment religieux, oppressant même, se fait entendre. Un silence lourd et angoissé de l'avant. Silence rompu par les accords des instruments de musique. Silence interrompu par la voix du directeur de l'opéra qui accueille l'auditoire, le remercie, lui demande de ne pas prendre de photos et d'éteindre les portables. Moment suspendu dans un pragmatisme sacrilège et pourtant nécessaire. Des applaudissements crépitent, car le chef d'orchestre fait son entrée. Quelques sons égarés retentissent encore. Le lourd rideau glisse et s'ouvre dans un bruit sourd, à peine audible. Les danseurs s'offrent au public. Les respirations sont en suspens dans la grande salle, et tout à coup, puissance de la musique, bruissement étouffé des corps sur le parquet, frôlement des mains, des pieds. Nous y sommes. Le ballet tant attendu, tant répété dans la souffrance de mon corps, va commencer. Après un moment de panique, mon cœur bat la chamade, mon souffle s'accélère, tandis qu'une bouffée de fierté, de bonheur m'envahit. Je m'élance, je vole. Je n'entends plus rien. Je suis la danse, je suis le son, je suis les vibrations. Je suis le violon et le piano, je suis l'ombre, la lumière. Les mots s'envolent avec moi.
un dialogue s'installe entre les gestes et la musique. Au plaisir de danser s'ajoute une impression d'effacement de mon corps qui s'élève dans l'air pour rebondir, se plier avec élégance au désir muet du partenaire. Il n'y a plus de frontières. Je deviens une trace, une empreinte, un ensemble de sensations diverses qui percutent les notes de musique, transmet la grâce, la légèreté. Tel mouvement répond et réveille un son, le rend visible. Telle musique effleure le corps, le transforme. C'est une partition, une union entre les accords et le danseur, dans une offrande de liberté en direction du public. Je m'évapore, disparais et communique avec chaque spectateur à travers l'exaspération et l'embrasement des sens, en communion avec tous les danseurs présents, dans une précision de chaque geste, mais en même temps dans la puissance d'un imaginaire qui emporte dans des pays féeriques et fantasmés. Je sens, j'effleure avec mes mains les corps musclés de mes partenaires. Je ressens leurs vibrations, leur élan de vie, leur symphonie. Comme je perçois un bref instant la froideur du sol qui percute ma hanche. Je me fonds dans les notes de musique qui me heurtent et m'embrasent. Mon regard est en contact avec celui des autres. C'est une caresse, un frôlement. Nous sommes dans une profonde harmonie. Nous faisons qu'un. Les spectateurs sont debout. Leur applaudissement déchire l'espace. Liu. Bravo, bravo, c'est bien dit. Bravo, bravo. Les applaudissements déchirent l'espace. Bon, allez, on reprend. Ton nom? Noloso. Noloso, c'est pas un nom, ça. Chef, ça veut dire quelque chose en italien. C'est le bleu qui vient de s'exprimer. Les gendarmes autour se regardent en coin. Le bleu a une réputation de gaffeur. Parce que tu parles italien, toi? Depuis quand tu parles italien? C'est ma belle-sœur. Elle est napolitaine. Et ses frères, ils sont tous flics. Elle raconte que chaque fois qu'ils interrogent des témoins ou des suspects, ils répondent toujours « Noloso ». Ah bon? Et ça veut dire quoi, Noloso? Je ne sais pas, chef. Des petits sourires commencent à éclairer les visages des gendarmes. Le chef lève les yeux de son ordi et fixe le bleu. On sent qu'il se contient. Il lui parle comme à un gosse. Ça veut dire quoi en italien, Noloso? Mais je ne sais pas, chef. Ça commence à pouffer grave. Hein. Les occasions de se marrer ne sont pas si fréquentes en ce moment. Finalement, c'est le témoin, Noloso lui-même, qui vient au secours du bleu. Noloso, ça veut dire « je ne sais pas » en italien, monsieur l'inspecteur. Bon, allez, franche rigolade dans le commissariat. Beau joueur, l'inspecteur se marre aussi. Il se tourne vers Noloso. Donc, tu rentres dans le bar. Tu dis dans ta déposition que c'est un bar qui vient de rouvrir. En fait, depuis que tu habites la rue, ce bar a toujours été fermé. On a même oublié qu'il y avait un bar à cet endroit. Seuls quelques anciens le mentionnent. Des grilles un peu rouillées sont baissées devant des fenêtres sales. Il faut se pencher et bien regarder à l'intérieur pour remarquer sur la gauche 2-3 tables collées au mur et des banquettes marron. En se tordant le cou, c'est ce que tu dis dans ta disposition, en se tordant le cou vers la droite, on aperçoit dans la pénombre la forme d'un comptoir. Un soir, tu passes par là, tu remarques de l'animation. Les grilles sont levées, derrière les carreaux lavés, des silhouettes s'agitent dans une lumière crue. Des éclats de rire un peu forcés s'échappent par la porte restée ouverte sur la rue. Toujours dans ta disposition, il y a noté qu'un après-midi, tu t'es dit « Bon, allez, je vais aller me boire un petit demi et voir de quoi ça a l'air. » Ben oui, monsieur l'inspecteur.
Un nouveau troquet dans la rue, un petit événement. Et puis ça permet de varier les plaisirs. L'inspecteur reprend. À l'intérieur, c'est ce que tu dis, ça ressemble à ce que c'est-à-dire rien d'engageant, l'endroit est désert, rien d'ostentatoire sur les murs et au plafond. Le mobilier est banal, rien à voir non plus avec ces petits bars qui ont gardé un charme d'époque. On n'a rien rajouté qui indique un tant soit peu la marque d'une réouverture, d'un nouveau départ. C'est bien ce que tu dis, le barman, il te regarde à peine quand tu rentres. Mais il t'en faut pas plus pour t'empêcher de t'en jeter un derrière la cravate, hein, Noloso? Hein, Noloso? Noloso, un peu gêné, ne répond pas. L'inspecteur poursuit. Donc le barman, il pose sa mouche devant toi, tu allumes une cigarette, tu portes à tes lèvres ton verre, tu t'installes dans ta position favorite, c'est-à-dire debout, accoudé au comptoir, le regard tourné vers la rue, tu te mets en pilotage automatique, alternant les gorgées de bière avec les aspirations de la fumée, tu sens bien le regard par en dessous du barman, mais t'en as rien à faire. À un moment, c'est toujours ce que tu dis, hein, le barman, il a disparu, perdu dans la rêverie, et tu ne l'as ni vu ni entendu. Tu vas donc tout seul à la recherche des toilettes, que tu trouves dans un couloir mal éclairé. Tu es en train de te soulager quand tu entends un drôle de cliquetis sur la porte derrière toi. Tu es surpris parce qu'il n'y a que toi et le barman dans le bar. Tu ne t'inquiètes pas plus que ça. Mais quand tu veux sortir après avoir libéré le loquet, la porte refuse de s'ouvrir. C'est bien ça, hein? Un peu étonné, tu tournes et retournes plusieurs fois le loquet. Tu constates qu'il fonctionne et que ce n'est pas lui qui empêche l'ouverture. Bref, un stress supplémentaire quand tu te souviens du cliquetis derrière ton dos. Ce bar qui jusque-là s'avérait anodin devient soudain pour toi un endroit hostile. La parano, jamais vraiment loin, s'installe. La parano déroule la liste des signaux qui auraient pu t'alerter, les rires forcés de l'autre soir, comme si on voulait donner le change, cette lumière blanche et impersonnelle, la tronche de travers du barman, comme si tu te gênais, la pesanteur dégagée au final par le lieu. Tu découvres, dans ta déposition, toujours, alors tu découvres sur la porte une serrure, à laquelle tu n'avais pas prêté attention. Et tu comprends que c'est comme ça que tu te retrouves prisonnier. Quelqu'un a utilisé cette serrure pour t'enfermer d'une manière délibérée dans ce bar inconnu. Des légendes urbaines commencent à galoper dans ton cerveau. Des histoires d'enlèvement, des disparitions inexpliquées. Bon, dans un premier temps, tu te mets à secouer la porte, c'est bien ce que tu as dit. Puis tu t'immobilises, tu tends l'oreille. Pas un bruit dans le couloir. Tu appelles, tu te mets à crier un peu plus fort. Aucune réaction. Ton cerveau, parce que t'en as un, il commence alors, ton cerveau, à gamberger. Et la panique surgit, comme ça d'un coup. Tu cognes dans la porte, avec les mains et avec les pieds en gueulant. Toujours dans ta déposition, tu ne vois pas trop l'issue de cette histoire. Et puis il se passe un truc assez étonnant. De même que la panique est apparue sans que tu puisses le contrôler, subitement, un grand calme s'installe en toi. Un état d'apaisement total qui t'est totalement étranger. Tu n'as plus peur. Tu es tranquille. Mais alors vraiment tranquille. Comment dire? Dans ta déposition, tu dis que la situation ne t'atteint pas, ne t'atteint plus. Mais tu n'as pas trop le temps de savourer cet état de grâce. On tourne une clé dans la serrure. Et une voix qui passe dit « Ah bah, tu vois ce que ça fait d'être en prison ?» Voilà, la voix dit ça, cette phrase qui ne fait pas du tout écho en toi. Alors tu ouvres la porte, tu sors des chiottes, tu es calme ou calmé, tu retournes à ta place, le barman il est là, il ne te regarde pas, il n'y a personne que toi dans ta salle. Tu ne lui adresses pas la parole. Tu finis ton demi, tu laisses les pièces sur le comptoir et tu sors dans la rue. Un peu plus tard, tu apprendras qu'il s'est passé des choses pas claires et que le bar a rapidement de nouveau fermé. Tu apprendras aussi par les habitués du quartier que ce bar n'a jamais eu bonne réputation, qu'il n'a jamais vraiment marché, qu'il y avait le mauvais œil sur lui. De cette histoire, tu retiendras surtout ça, un moment de paix soudain qui t'a envahi. Or, Noloso, c'était quoi ça? Et d'où ça venait, ce grand calme souverain, plus fort que tout?
Nolosso, Nolosso, monsieur l'inspecteur. Nolosso. Michel Badeau. Et le titre de ce magnifique texte s'appelait « Un après-midi de chiottes ». Un petit peu plus de douceur quand même. Le bruit de la clé dans la serrure attire mon attention. C'est Agnès, la petite fille de feu Marguerite. Elle entre et s'arrête pour observer en silence le petit salon presque vide où je me trouve. Plusieurs mois se sont écoulés depuis le décès dans son lit de la propriétaire des lieux. Agnès s'avance lentement jusqu'au milieu du salon, sans faire aucun bruit. Elle connaît tous les recoins de l'appartement. Elle y passait la majorité de ses week-ends et de ses vacances scolaires quand elle était petite. Toutes les pièces respiraient la joie et l'innocence lorsqu'elle était là. Quand elle partait, je me retrouvais avec Marguerite et ses autres souvenirs, dans la tranquillité ambiante qui accompagne le troisième âge. La vieille femme s'installait entre mes accoudoirs de cuir marron, prenait son livre non loin et l'ouvrait à la page qu'indiquait son marque-page fétiche, une longue plume de goéland. Le chat de la maison s'approche doucement de la jeune femme, toujours debout, pour se frotter contre ses jambes. Il n'a pas eu beaucoup de visites ces dernières semaines, à part le voisin qu'il nourrissait et veillait à ouvrir et à refermer les volets chaque jour. D'un coup, la petite Agnès s'est mise à pleurer. J'avais entendu, par la commère de l'immeuble, à travers les fines cloisons, qu'elle avait aussi perdu ses parents dans un accident de la route il y a quelques jours. Elle reprend rapidement ses esprits et part nourrir le chat dans la cuisine. Je la vois frôler du bout des doigts, le regard dans le vase, l'unique fleur du vase en cristal déposée sur l'évier. Un lys blanc séché, la fleur préférée de Marguerite. Je la vois aller et venir dans toutes les pièces. Même si ce n'est pas bien grand ici, elle passe l'après-midi à faire le ménage, à ranger quelques affaires. Elle commence à ramener quelques cartons, astique les portraits familiaux sur la cheminée, les yeux pleins de larmes. En fin d'après-midi, Agnès s'arrête. Le chat s'est installé sur mon accoudoir pour profiter des chauds rayons de soleil par la fenêtre. La petite orpheline s'installe sur mes coussins tout en caressant l'animal ronronnant. Son regard se pose tour à tour sur le félin et sur les fantômes du passé dispersés dans l'appartement. Elle finit par voir le livre qu'était en train de lire sa grand-mère, un recueil de contes de Perrault. Son regard est resté plusieurs minutes en suspens, accroché au léger espace que produisait la plume d'oiseau en séparant les feuilles. Le livre n'avait pas été lu jusqu'au bout. Lorsqu'elle se décida à reprendre vie, Agnès se tourna pour récupérer le plaid écossais sur mon dossier et posa ses baskets pour glisser ses pieds dans les chaussons en mouton qui patientaient discrètement, toujours devant moi. Une fois bien installée, elle prit le livre de contes et reprit la lecture là où, quelques semaines plus tôt, Marguerite l'avait arrêtée. Une manière bien à elle d'offrir une fin heureuse aux membres de sa famille disparue. Lauriane Bocage. Alors, Doutez-vous que mes sentiments ne durent aussi longtemps que ma vie? j'ouvre les yeux. Je vois la lumière passer à travers les petits rectangles du volet déroulant. Allez, parions sur mon intuition. 5h45. Intérieurement, j'espère avoir tort. Tss, enfoiré de réveil. Maman, c'est le jour. Comme tous les samedis, il est 10h et je monte 4 par 4 les escaliers. Je regarde ma montre. 4 secondes 44. C'est mieux que la semaine dernière.
Il prend le temps. C'est beau, putain. Maman, maintenant. Presque sans transition, l'euphorie de cet enfant se propage. Voilà que je bats la mesure pour ce chef d'orchestre en herbe pendant de longues et belles minutes. Aujourd'hui, tu as 20 ans de plus qu'hier. Tu ne peux plus retenir tes larmes. Et un sourire de gratitude aussi. Je suis tombée il y a quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, je ne sais plus. Les vieilles branches comme moi ont tendance à oublier ce temps où j'existais. Elle demande s'ils ont fini. Notre musique s'arrête. Non, j'ai envie de hurler. Il me regarde encore et me sourit. Une boîte. Une jolie boîte dorée. Je me sens si précieuse. Alexandra. Rappelle-toi, petite fraise des bois, il faisait chaud ce matin-là. Au bas de la colline, les vendangeurs, dans la première heure du jour, entamaient leur labeur. Dos courbé, ils avançaient lentement dans les rangées, et toi, insouciante, tu gambadais. Rappelle-toi, petite fraise des bois, il faisait chaud ce matin-là. Souriante, tu ressemblais à un ange. Sautillante, tu participais aux vendanges. Tu venais juste de fêter ta 5e année. Impatiente, tu attendais la rentrée. Et insouciante, tu gambadais. Rappelle-toi, petite fraise des bois, et il faisait chaud ce jour-là. Parmi les vignes ensoleillées au feuillage vert tendre, enjouées dans les paniers d'osier sans attendre, tu croquais des grains de raisin rond, le nectar velours et ce jus vermillon, coulant de tes lèvres rosées en petits filets, jusqu'à ton menton ainsi barbouillé. Réjouie, heureuse, tu déambulais parmi ces vendangeurs affairés, et chacun d'eux, en te voyant, te souriait. Rappelle-toi, petite fraise des bois, il faisait chaud cet après-midi-là. Éreinté tel un lézard, tu t'étais allongé, de fines gouttes marron glacées sur tes habits négligés, tu baillais aux corneilles en rêvassant. Ton regard doux scrutait la danse des nuages changeants, ces heures lentes de bonheur et d'oisiveté. Rappelle-toi, petite fille de ce village gardois, dans un foulard aux initiales brodées, ta grand-mère aimante t'avait donné un carré de chocolat et un morceau de pain frais. Tu laissais des miettes parsemées sur le sol bosselé de galets et tu contemplais l'agitation des fourmis bien pressées de collecter tes bouts de mie séchés. Apparaissait alors la vieille Madeleine qui flânait face à la silhouette. Ta chienne, Diane, aboyait. Son ombre longeait la rue des Lavoirs. L'animal protecteur te couvrait de son pelage noir. Oh, rappelle-toi, petite fraise des bois, c'est le royaume de ton enfance qui te ramène là. Dans la roue des années à œuvrer à un nouveau quartier avec des jardins arborés bien carrés, ose conjuguer les joies et l'ivresse de la vie. Qu'importe, jadis, la terre brune reste épanouie. Ah, la farandole de mes souvenirs joue à saute-mouton.
Et à l'heure où l'horizon s'efface par ponctuation, seul, sur le chemin noir du silence, écoute ma confession. Sache qu'une enfance dorée est la voûte d'une vie sans regret. Georges. Tu avais environ 20 ans. Tu étais étudiante en monitorat agricole et ménager. Tu étais une des rares élèves non issus du milieu agricole et tu étais interne pour la première fois. La neige recouvrait le sol. Nous avions régulièrement des charges à effectuer. Ta corvée de ce jour était de ramasser les œufs frais pondus et de les amener du poulailler au centre. Cela ne devait pas poser trop de difficultés en étant bien chaussé. Mais la neige était gelée et glissante. Il fallait redoubler de précautions, être très prudente. Tu portais sur les bras une caisse contenant des objets très fragiles, une centaine de frais. Tu te sentais investi d'une charge peu adaptée à tes compétences. Tu manquais d'expérience en ce domaine. Tu étais un peu paniqué par la peur de tomber à chaque pas. Tu étais très tendu. L'attention très grande dont tu redoublais pour arriver sans casse et sans blessure, t'enlevait toute assurance. Tu marchais à petits pas, les mains crispées sur la caisse qui devenait de plus en plus lourde. Tu voulais tellement arriver à bon port avec les œufs tout entiers. Or, le sort en a voulu autrement. Une plaque de verglas plus importante provoqua ta chute. Tu te retrouvas les jambes en l'air et la caisse d'œufs surélevée, soutenue tant bien que mal par tes bras au-dessus de ton corps. Résultat, une belle omelette avec le tiers de la récolte. Sans oublier les douleurs au bas du dos et les 4 membres endoloris. Tu t'es débrouillé pour te relever avec délicatesse, pour ne pas chuter de nouveau. Et d'été, tu comptais le montant du désastre, la perte de 33 œufs. Tu es arrivé au centre très penaude et tu as expliqué à ta responsable le déroulement de la scène, presque en pleurs, avec toutes les excuses d'usage. Tu as quand même été déclaré responsable et tu as dû payer sur tes économies le montant de la valeur de l'omelette. Double peine. La punition financière et la souffrance physique et morale. À tes dépens, tu as finalement appris à te déplacer avec plus d'assurance sur un sol enneigé. Ce souvenir est resté gravé dans ta mémoire. Tu venais de rentrer d'un séjour en Afrique du Nord et tu avais perdu les inconvénients de la période du froid. Rose-Anne. Appelle-toi petite fraise des bois. Non, désolé. J'ai même profité pour boire un coup. Oui. J'ouvre doucement les yeux. Je suis sur une table de nuit et constate encore une fois que le ménage ne s'est pas fait par miracle durant la nuit. Un homme est couché près de moi. Il a les yeux fermés. Il souffle doucement. Il me rappelle un poème qu'il avait lu une fois pour impressionner une fille, celui où un jeune homme dort paisiblement jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il était mort, de trop rouge du côté droit. Il me reste 2 minutes à attendre. Je m'ennuie déjà. Rêveusement, je me dis que les hommes ont toujours été très inventifs en matière de torture. Les mutilations, l'arrachage des ongles, les fractures des dents, les suffocations, il y a de quoi faire. Ils employaient la torture pour faire avouer de terribles secrets, pour tuer avec un certain style,
ou encore pour affirmer leur puissance. Les raisons divergent, mais ne manquent pas. Bon, cependant, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Certains ont décrété qu'il n'était plus nécessaire de faire du mal aux autres via ces objets imaginatifs et qu'il valait mieux désormais assommer les gens avec diverses paroles et dossiers administratifs. Fort heureusement, certains rebelles contestent le choix des politiciens et n'en font qu'à leur tête. C'est pourquoi je suis là. Je suis né pour la première fois en 1787 des mains de mon père, l'américain Levi Hutchins. Vous m'avez reconnu? Peut-être pas. Mais une petite part de vous se doute de qui je suis. Je suis le réveil. La cause de cette petite sueur froide dans le dos, vous savez, qui vous empêche le matin ou le soir plutôt de fermer convenablement l'œil la nuit, car vous savez que dès l'aube, je vais me mettre à rugir le plus férocement possible. Dorénavant, je suis partout chez vous, sous diverses formes. J'ai même réussi à m'implanter dans votre téléphone. Je suis toujours là pour vous réveiller et vous rappeler vos obligations du matin, les joies des responsabilités que vous allez devoir endosser durant minimum 15 heures pour les plus chanceux. Je suis l'objet de votre torture moderne. Et aujourd'hui, je savoure le réveil difficile, et encore une fois tardif, de l'homme qui m'héberge, croit-il généreusement, François, mon humain favori. Il souffre de me savoir en vie et il se meurtrit davantage en se rendant compte de sa dépendance envers ma personne. Le réveil. Ça, c'est de la mise en scène. Ce matin, j'échappe de justesse à sa colère, car les yeux de mon humain atterrissent rapidement sur l'horloge du mur de sa chambre. Elle confirme mon impitoyable ponctualité. 8 heures. Il va être en retard au travail. Il me casse la voix avec empressement, mais sans violence, et commence déjà à se lever pour se préparer. Je m'estime chanceux. Certains sont morts pour notre cause. Massacrés sans scrupule à grands coups de main, balancés par terre, abandonnés dans des armoires ou tout simplement vidés de leurs piles. Les piles pour les tuer plus rapidement. François revient quelques minutes plus tard, malodorant car il n'a pas eu le temps de prendre sa douche, trébuchant en essayant de mettre sa chaussette et cherchant d'un regard inquiet autour de lui la veste qu'il avait jetée avec nonchalance la veille. Je souris intérieurement. Je savoure son angoisse inutile que tous les mortels ont pris l'habitude d'accompagner avec eux au travail. Quand il s'en va, je suis aux anges. J'ai hâte de le retrouver le soir. Je pense que je vais lui préparer un joli cadeau demain matin, en prétextant par exemple ne plus avoir de batterie pour le réveiller. Ceci me réjouit davantage car je sais qu'il doit assister à une importante réunion. Il sera content, hein, mon François. Dorine Bocage. Dorine Bocage. Dorine Bocage. Elle n'est pas prophétesse. Et pourtant, quand elle lit un bon manuscrit, elle sait. Elle sait le talent qui se cache derrière ses feuillets et l'avenir prometteur qui lui est réservé. Elle n'est pas bornée, et pourtant, quand une idée de roman lui traverse l'esprit, elle écrit. Elle écrit sans s'arrêter jusqu'à ce que son livre soit entre les mains de ses lecteurs adorés. Elle n'est pas sauvage. Et pourtant, quand elle se retrouve seule, elle apprécie. Elle apprécie parce qu'elle n'a pas d'effort à faire, ni pour converser, sourire ou tenter de plaire. Elle n'est pas drôle. Et pourtant, quand elle raconte une anecdote embarrassante, il rit. Il rit de sa maladresse, parce que ça la rend charmante, attachante et sincère. Elle n'est pas forte. Et pourtant, quand les moments sont difficiles et que tout s'effondre, elle continue. Elle continue d'avancer et de ne rien laisser paraître. Elle n'est pas sensible. Et pourtant, quand il s'agit de cinéma, elle pleure. Elle pleure peu importe si c'est de chagrin, de joie, de rire ou de colère.
empathique, exigeante, ambitieuse, révoltée, elle n'est pas? Ou peut-être est-elle un peu tout ça à la fois? Laura. Allez, debout mes amis. Glo, C'est écrit. glo, glo. Ce mec est un champion de la mise en scène. Me voilà rempli d'une eau bien chaude, presque bouillante. Quelle agréable sensation. Je me sens toute revigorée. On glisse à moi un petit sachet d'herbe. Quel parfum. J'adore quand elle choisit ce thé menthe réglisse. Il est bien meilleur que ce célèbre et fade thé à la menthe, ou bien ce fameux thé noir du matin qui laisse des traces ragoûtantes dans mon fond en porcelaine. J'adore que ma propriétaire, l'écrivaine, m'utilise tous les après-midi pour sa séance de travail. Je siège bien en évidence sur son bureau, à côté de son carnet, pense-bête, et de son stylo porte-bonheur. Je pense être son objet préféré, mais je jalouse secrètement l'ordinateur portable qui me fait de l'ombre. Elle ne cesse de le contempler. Il a beau être son outil de travail, je suis quand même sa tasse. C'est moi qui lui apporte de l'inspiration. Sans moi, que deviendrait-elle? Je vais vous le dire, elle mourrait de soif, et puis voilà. Heureusement pour elle, je ne suis pas rancunière. J'ai même un certain plaisir à la voir martyriser ce foutu ordinateur en lui tapant dessus en cadence pendant des heures. C'est bien fait pour lui. Ça lui apprendra à me voler la vedette. Ici, c'est moi, la star. Pourquoi faut-il toujours que tu ramènes tout à ta petite personne, la tasse? Moi, je suis stylo porte-bonheur, agacé d'entendre toujours la même rengaine. Oh, notre maîtresse, l'écrivaine, nous aime tous. On chérit le cahier pense-bête ou l'enfer front commun. Lâchai-je daigneusement à l'encontre de ce dernier. Tu es bien naïf. Que penses-tu que ma chère écrivaine te fera lorsque tu n'auras plus une seule page de livre? Et toi, là-bas, tu n'auras plus d'encre, hein? Il savait pertinemment où je voulais en venir. Ils partiront aux ordures, ou au fond d'un tiroir, ou d'une boîte à souvenirs, et plus jamais ils ne reverront la lumière. Et toi, lança rageusement le stylo, bien décidé à ne pas se laisser intimider. Que deviendras-tu lorsqu'elle t'aura fait tomber par inadvertance et que tu te seras brisé en 1000 morceaux? Tu seras moins la diva à ce moment-là. Sifflai-je pire qu'une locomotive. Mon écrivaine chérie n'est pas maladroite. Jamais cela n'arrivera. Elle tient bien trop à moi. Oh, mais moi je ne crains pas la chute, s'enorgueillit la sacoche fière d'elle-même. Toi, t'es qu'un vieux sac qu'elle fait traîner un peu partout. Un taxi pour ordinateur. Dès que tu seras trop usé, elle te jettera. La sacoche laissa échapper une larme, touchée. Le portable qui était posé face contre le bureau ne pouvait pas voir cette larme, mais sentant le chagrin de son collègue, répliqua, prêt à le venger.
Moi, je suis le dernier de la marque chinoise. X, Y, Z, W. Je suis l'objet le plus ultra et le plus tendance du moment. Je représente le summum de la technologie. Avec mes capacités hors du commun, mes fonctionnalités à foison et mon incroyable appareil photo qui permet de photographier un bébé mouche derrière une vache. Cela fait de moi un smartphone incroyable. Ici, c'est moi qui ai le plus de valeur. Je suis plus légitime pour la ramener. Alors, laisse-nous tranquille, nom d'une appli. Suis-je encore une fois déterminé à en découdre? Écoutez-moi bien, tous, espèce d'objet superficiel. Je ne suis pas qu'une tasse. Je suis bien plus que cela. Tout d'abord, je suis un objet d'art extrêmement rare, créé par un designer allemand, un vrai génie, à seulement 100 000 exemplaires en tout dans le monde. J'ai été sacré la tasse de l'année dans le Guinness des records mondiaux des plus beaux objets inspirants. Et pour finir, ma consoeur, la numéro 499, a même fait la une du magazine Déco d'intérieur. Je marque d'un silence l'exposé de mon pédigré. Ils font moins les malins, là, hein? Sans oublier que je suis sûr et certaine d'être l'héroïne de cette histoire. Alors, comme je vous le disais précédemment, c'est moi la star. Je sursaute. Notre écrivaine s'était arrêtée de taper sur son ordinateur. Elle nous regardait mécontente. On l'a déconcentrée, semble-t-il. Je me tue aussitôt, tout embarrassé. Je n'aime pas le regard de reproche que me lance mon écrivaine chérie. Si elle savait comme je l'aime et comme je la respecte au plus haut point, son travail, sa passion, sa vie. L'écrivaine soupire en contemplant son écran en proie à l'hésitation, puis elle se lève, sans doute pour éviter quelque part le thé ingurgité grâce à moi. Je saisis ma chance alors, j'en profite pour me pencher vers son écran. Je suis curieuse. J'ai toujours voulu savoir ce qu'elle écrivait, avec tant de talent. En quoi ça consistait l'imagination sur papier virtuel? Parle-t-elle de moi comme je l'ai prétendu? Je me penche encore, un peu plus, davantage. J'y suis presque. Et il y a beaucoup de mots écrits sur cet écran. Je me penche encore un peu, lis difficilement, comme je regrette de ne pas avoir suivi mes classes à l'usine de fabrication. Je déchiffre le titre difficilement. L, A, espace, T, A, S, S. Soudain, je m'en rends compte à la stupéfaction de tous alors que je me trouve
tout au bord du bureau, que je me penche encore, que je lis la dernière lettre, un E, que je déchiffre. Enfin le titre. La tasse. Et je comprends que j'avais raison, que oui, mon écrivaine chérie écrit bel et bien sur moi. Et alors que je me sens rempli d'une joie indescriptible, bien meilleure que le thé menthe-réglise, au sol, je tombe. Solène Bellecarde. C'était la tasse de l'écrivaine. Ah bon? La casta. Elle ne sait pas d'où elle vient ni où elle va. Elle a compris qu'elle faisait partie du tout. Elle aime les rencontres, la nature, les mots, le chant, la nouveauté, la vie. Elle sait poser le regard bienveillant sur ce qui est. Elle a dépassé le regard des autres, ignore les convenances, reste fidèle à ses besoins, à sa liberté intérieure. Elle essaie de traverser ses peurs, elle se donne tout entière dans ce qu'elle aime. Elle écrit ce qui lui vient au bout de son crayon, elle clame, elle chante la beauté, l'incroyable mystère de la vie, elle est la Castafiore. Michel G. Elle trébuche plusieurs fois avant de s'étaler de tout son long sur le sol. Certains disent qu'elle ne ressemble à rien, mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai fermé les yeux devant cette vision d'horreur. Elle n'avait pas besoin de ça pour aggraver son cas. Je suis Michael, 15 ans, BG, beau gosse. Je suis victime de mon physique. Je n'ai pas demandé à être beau et intelligent, ni à devenir le garçon le plus populaire du lycée. Que faire de cette énorme responsabilité qui me contraint à tenir un certain rang auprès de mes camarades, en gloussant pour un rien tout en maintenant un certain niveau de sérieux vis-à-vis de mes professeurs. J'ai choisi pour ce faire d'entretenir une sorte d'indolence, voire de passivité. Je sors avec les filles qui ont un crush pour moi, mais n'éprouvent rien. Au fond, je suis victime de mon succès. En bonne victime, Mathilde, qui ne demandait rien, est venue percuter mon âme. Allez savoir pourquoi cette grande perche mince et maladroite, dont tout le monde rit, a suscité un vif intérêt en moi. Elle a l'air de souffrir, d'être mal dans sa peau. Pourtant, je devine une profondeur d'âme qui me bouleverse. Je ne suis pas prêt à renoncer à mon confort, mais elle m'attire plus que tout. Elle n'ose probablement pas me regarder. Je dois lui paraître inaccessible. Alors que faire? Je passe mes journées à l'observer discrètement, en guettant le moment où je lui ferai un sourire timide et encourageant. La voilà qui fait tomber sa trousse pour la 3e fois. Ça n'est pas possible d'être aussi maladroite. L'autre jour encore, elle s'est étouffée en cours de sport, en buvant de l'eau. Ce qui évidemment a fait rire toute la classe. J'aurais bien voulu lui porter secours ou lui adresser un « ça va ?» timide. Je me suis contenté de la regarder. Son corps svelte, mis en avant par son short de sport et ses cheveux relevés en couette qui laissaient dessiner un magnifique port de tête. Une candeur émouvante, une sensualité que peu de filles ont à cet âge. Faut bien le dire, je rêve de Mathilde. Je m'invente une histoire avec elle, alors qu'elle est là, présente et incarnée. Fin des cours.
Je me dépêche de la rattraper et, pris dans un élan de courage démesuré, je bondis tel un héros des temps modernes. « Mathilde, Mathilde, attends !» Elle se retourne apeurée. Déstabilisé, mes pieds s'en mêlent et je tombe dans ses bras. Alors, tout doucement, elle me dit « Ça va ?» Mirabel. Bravo. Un autre style, là. Lentement, très lentement, je me sens revenir à moi, interrompant un rêve dont je ne me souviens déjà plus. J'émerge des limbes. Combien de temps mon sommeil a-t-il duré? 1 an? 1 siècle? Une éternité? Je sens la fraîcheur et l'odeur humide de la terre ainsi que le parfum de renfermé de la crypte. Ma bouche me semble sèche et je salive beaucoup. Je ressens aussi une certaine faiblesse. J'ai soif. Cette exclamation surgit soudain dans mon esprit, mais aucun son ne transperce le silence sépulcral. Je lève les mains, je caresse le bois doux et lisse, je soulève le couvercle. Déjà les doigts de ma main gauche se glissent au dehors comme des pattes d'araignée. Ils sont parcourus par le froid de l'extérieur. Puis j'ouvre en grand, comme on ouvre une porte. L'air glacial s'engouffre dans le cercueil et me submerge. Ça doit être l'hiver. Je prends lentement conscience de mon corps et je me sens peu à peu réintégrer chacun de mes membres, du sommet de mon crâne jusqu'au bout de mes orteils. Je cligne plusieurs fois des yeux. Je remarque les pierres au-dessus de moi, d'où pendent des banderoles de soie tissées par des arachnides. J'inspire une bouffée d'air glacé et je la fais passer de mes narines à ma gorge et jusque dans mes poumons. Le corps raide, je me dresse doucement comme une statue qu'on érige pour me retrouver immédiatement sur mes pieds. Enfin, j'enjambe la planche de bois verni à ma gauche et je descends sur le sol, sur la terre humide. Ma terre, celle de Transylvanie, celle de mon château. D'abord construit par mes ancêtres, je l'ai moi-même plusieurs fois rebâti et restauré. Ce château, j'y suis né, j'y ai grandi. J'y ai vécu des moments tristes, des moments joyeux. J'y ai reçu le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne, avant de recevoir le baptême du sang qui a fait de moi un mort vivant, un Nosferatu. J'ai été inhumé dans cette terre qui m'est désormais indispensable pour recouvrer mes forces. Les hurlements des loups, les enfants de la nuit saluent mon lever comme les trompettes saluent l'arrivée d'un roi. La crypte où je me tiens debout est plongée dans les ténèbres, mais j'y vois comme un humain y verrait en plein jour. Je distingue autour de moi les 3 sarcophages de mes maîtresses striges, ainsi que d'autres dont il n'y a plus que des restes. De l'un d'eux, couvert de poussière et de toiles d'araignée, sort la main d'un squelette. Mais que vois-je? Une queue. Un énorme rat est en train de fouiner dedans. Que peut-il bien chercher? Il me semble pourtant que lorsque je me suis couché, il y a je ne sais combien de temps, il n'y avait déjà plus que des os. Je ne me rappelle d'ailleurs pas à qui ils appartenaient. En face de moi, l'escalier conduisant à la vieille chapelle. Je le gravis mentalement, je sais qu'arrivé dans cet ancien lieu de culte, on peut soit sortir par la porte principale, soit emprunter le long tunnel qui mène à l'escalier en colimaçon d'une tour médiévale. Celle-ci n'est aérée qu'en à peine le bruit de succion lorsqu'il se désaltère. Sébastien. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, à vous de rendre compte de votre atelier. Il y a deux lectrices. Oui. Allez, Deux. on vous laisse la place. Merci. Allez, on va en donner. Alors, c'est pour conclure. Clap de fin. On va ranger nos stylos, refermer nos cahiers, mettre en veille les ordis, se quitter aujourd'hui. Pour un temps, un moment, une saison ou pour de bon. L'atelier se termine. On a écrit, réfléchi, écouté, lu aussi. On a ri,
on a vibré, ensemble, partagé. Des souvenirs, des émotions, des confidences, des inventions. Côtoyer des super-héros, une criminelle, un ado, des enfants ou leurs parents, entendu des médecins, des martiens, une tasse, un frigo, observer des photos, fait vivre des images. On a beaucoup voyagé, avec ou sans bagage, depuis les ténèbres de la Transylvanie au jardin fleuri de Normandie. On a tour à tour été un petit magicien prometteur, un danseur étoile rêveur, une jeune maman épuisée ou une héroïne abîmée. Clap de fin. Bravo à tous. On a été inspirés, mais aussi inspirants. Merci à tous, écrivains et commandants, chouettes lecteurs ici présents, pour ce riche voyage à tout point de vue. Je finis cet atelier nostalgique, mais ravi. Tu es toujours Cécile, souriante, positive. L'atelier, est une véritable récréation dans ma vie. Elle, la petite poésie, continue à grandir. Nous sommes un groupe vraiment studieux. Vous êtes sincères. Vous prêtez bien au jeu. Les mots, vont se construire au mieux. Elle, les consignes, ouvre grand nos yeux. Je comprends et adhère très vite à ton chemin. Tu nous mènes en douceur, mais de plus en plus loin. L'atelier est richesse, attentif à l'humain. Elle, la médiathèque, nous accepte et c'est bien. Nous échangeons ensemble, acceptant d'être vrais. Vous êtes bienveillants, d'une écoute appréciée. Les textes ou poèmes m'ont souvent très touchée. Elles, les rédactions, ont bien fait travailler. Je souhaite y revenir, si possible, fidèlement. Tu m'apportes, Cécile, beaucoup d'appui inspirant. Le groupe est pour moi aussi très important. Ma parenthèse, me pose en partageant. Nous avançons, progressons, chacun à petits pas. Vous pouvez vous tromper. La prof est toujours là. Les rêves peuvent alors s'exprimer ici-bas. Les nouveautés, sont acceptées et ça nous va. Alors merci Cécile pour tout ça. Et merci au groupe pour tout ça. Merci à la chef. Avec François, Léa, Michel, Juppé, le monsieur Charbon.